Roule avec Driver. J'espère que tout le monde va bien ce dimanche. Je suis content de vous retrouver. La semaine dernière, on était dans un espèce de soleil, genre Porto Rico ou Colombie. Là, on revient, mais la Colombie est quand même assez importante parce que là, aujourd'hui, c'est une émission spéciale rap et trafic de drogue. Alors, je m'explique. En gros, il y a plein de rappeurs, bon, on va pas se mentir, 90-95% des rappeurs prétendent avoir vendu de la drogue avant de rapper. Donc on va essayer de faire le lien dans tout ça, dans ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et surtout voir quelle influence les trafiquants de drogue ont eu sur le rap. Donc pour ça, j'ai un invité aujourd'hui. Salut Driver. François. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça fait longtemps, on dit tout. On s'est connus il y a 15 ans quand j'étais avec une autre casquette à l'époque de West Coast là, où je mixais sous le sobriquet de Ske. Voilà, DJ de Ske. À l'ancienne. Voilà, ça me fait plaisir de te retrouver. Et ben moi aussi. T'es pas là pour rien. Et ben ouais, je suis pas là. Alors là, nous, par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous on sort un podcast qui s'appelle The Undersider. Ça sort le 10 avril, le premier épisode. Voilà. Et c'est justement, on raconte cette histoire de tous ces barons de la drogue US qui ont influencé de près ou de loin l'industrie hip-hop américaine, quoi. Très bien. On va revenir, on va reparler de tout ça, bien sûr, pendant l'émission. Hugo à la technique, ça va? Et toi? Un dimanche de plus, jamais un dimanche de trop. Exactement, tu connais. On va écouter un morceau pour bien se mettre dans l'ambiance. On va écouter Push It de Rick Ross. Parce qu'en plus, il y a le sample de Scarface derrière. C'est bon. Il y a plein de choses à dire sur ce Rick Ross, notamment que déjà son nom a été emprunté à un vrai drug dealer qui s'appelle Freeway Rick Ross, un mec très important justement dans la drogue parce qu'il en a vendu des kilos, des tonnes, tout ce que vous voulez. Et dans le rap, souvent, ça arrive aussi pour 50 Cent et d'autres. Il y a beaucoup de gens qui reprennent des noms de drug dealers parce qu'ils en étaient fans ou voilà, tout simplement. Et pour la petite histoire, le vrai Rick Ross, c'est Freeway Rick Ross. Donc il y a un autre rappeur qui s'appelle Freeway de Philadelphie. Donc ils ont découpé son nom et ils s'en sont servis dans le rap. En tout cas, on écoute ce morceau Push It, qui est juste incroyable. Après voilà, il y a la légende, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, sachant qu'il était maton, tout ça. Moi je m'en fous, pour l'instant on écoute la musique parce que le morceau tue et on revient derrière pour parler de rap et de trafic de drogue. Roule avec Driver, spécial rap et trafic de drogue, on vient d'écouter le morceau Push It de Rick Ross, morceau incroyable, c'est le MIAO, c'est un port, le port de Miami, donc il y a plein de choses qui arrivent et pas que des meubles, hein. Voilà. Bon, maintenant, on va parler de l'infâme label. J'avais déjà fait une spéciale en 2 parties et encore, j'aurais pu faire 3-4 parties ici. L'infâme label Death Row, le label de Suge Knight et Dr. Dre fut un temps. Et pourquoi on va parler de ce label-là? C'est parce qu'il y a des histoires de drogue à la base, bien sûr. Et ce dont tu nous parlais tout à l'heure, François, c'est ton podcast. Ouais. Le premier épisode sort le 10 avril. Exactement. Spotify, Deezer, iTunes. Voilà, on retrouve partout. Et le premier épisode parle d'un certain Ario. Ario, ouais. Ario, tu peux dire rapidement qui est cette personne? Ario, c'est un dealer de Los Angeles qui arrivait au début du crack. Donc, c'était un peu comment ça s'appelle la crack épidémie, donc c'était l'Eldorado. Très rapidement, il s'est connecté avec... alors lui, c'était un mec des Bloods, mais il s'est connecté aussi avec des Crips. Il s'est dit, l'argent n'a pas de couleur, donc je vais aller côté rouge, côté bleu. Donc il a commencé à inonder le marché californien. Et après, il a eu des connexions justement avec des dealers sud-américains. Et là, il a grossi. Il se fait arrêter et en prison, il se demande à un moment donné comment je vais pouvoir légaliser pour préparer éventuellement une sortie, quoi. Donc, en prison, il rencontre Freeway, qui était également dans sa cellule, justement, on en parlait, Rick Ross. Le vrai, hein. Voilà, qui lui souffle l'idée, parce qu'à la base, Ario voulait produire sa femme, Lydia Harris. Ouais. Et du chanteuse, coup, donc. Chanteuse, ouais. Et du coup, Freeway lui dit, alors c'est Freeway, ça on a écouté après, est-ce que c'est vraiment lui qui lui a donné l'idée? En gros, il a dit connecte avec Dr. Dre. C'est le meilleur en ce moment, connecte avec Dr. Dre.
Et on verra justement dans le podcast aussi, on a une interview audio, une archive audio qu'on a récupérée de Jay Prince, puisque Ario aussi était en connexion avec Jay Prince et il aurait effectivement, c'est ce qui se raconte, aussi financé Rappelotte. Jay Prince, c'est très flou autour. Voilà, donc on raconte l'histoire de ce personnage-là qui à un moment donné a voulu rentrer dans le show business parce qu'il avait des fonds et voilà, et c'est un des premiers à mettre ce fameux 1,5 million dans Death Row pour lancer la machine. Voilà. Donc une grosse partie de l'argent à la base était aussi pour régler les problèmes judiciaires de Sudge c'est voilà. très important parce qu'ils savaient très bien que à partir du moment où il y a des vrais gangsters derrière tout ça, il y aura toujours des moments où vous aurez affaire à la justice, où il faudra payer des avocats. Donc, ils avaient créé une cagnotte pour ça. Exactement. C'était la cagnotte Litchi. C'est incroyable, voilà. ça. Donc, on raconte l'histoire de ce personnage. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur lui, sur le documentaire déjà à l'époque, Welcome to Death Row. Ouais. Et il y a Death Row Chronicle qui vient de sortir, qui est chambé, qu'il faut regarder, re-regarder. Où, effectivement, à un moment donné, il parle d'Ario, il lui téléphone, enfin voilà. Nous, voilà, c'est un peu comme un spin-off de cet épisode-là. Pour en savoir plus, on parle de sa jeunesse avec son frère, comment il a atterri dans le game, comment il a évolué quand il se fait arrêter, sa vie en prison, jusqu'en les dernières infos qu'on a, c'est jusqu'en 2005 où voilà, il se passe encore des choses avec sa femme, avec sa jeunesse. Donc c'est l'histoire, c'est un personnage qui est assez intriguant. Je pense que il serait né de l'autre côté, dans un autre quartier, il aurait peut-être une carrière dans le corporate. Parce que c'est vraiment un businessman, quoi. C'est clair, je vois. En tout cas, voilà, faut pas trop spoiler non plus le truc. Il faut que les gens aient écouté le podcast qui sort donc le 10 avril, premier épisode. Voilà. En tout cas, c'est un personnage assez... En fait, moi personnellement, j'ai toujours connu en prison. Ouais. Donc en fait, on le connaît pas bien. Exactement. C'est très flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait financé Death Row à la base, que Suge Knight aurait fait exprès de l'oublier aussi, de le mettre de côté. Voilà, il y a des histoires de gros sous, il y a des histoires de gangsters et tout ça. Voilà. Allez sur ce podcast, ça sort le 10 avril, on vous l'a dit. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on écoute de la musique liée à Death Row. On va écouter beaucoup de musique aujourd'hui liée à tous ces trucs de rap et trafic de drogue. Mais t'as parlé d'un truc justement avec Rappelotte, avec Jay Prince. Donc, il y a un lien quelque part avec Death Row. Et moi, je sais que entre Death Row et Rappelotte, et je sais qu'à un moment, beaucoup plus tard, ils ont fait une alliance. Avec Irv Gotti aussi. Avec Murder Inc. Et tout ça. Rappelotte, Murder Inc. et Death Row. Et si on regarde bien, c'est 3 labels où il y a des drug dealers derrière. Exactement. Donc, il y a un lien, même si avec Jay Prince, tout est flou, on ne sait pas. On attend la sortie du livre. Ouais. Et voilà, encore, mais il dira pas tout. Je sais qu'il dira pas tout. Maintenant, on va passer à un autre label avec l'aura d'un grand drug dealer new-yorkais qui flotte tout au-dessus. C'est le label Murder Inc. Exactement. Alors, en discutant hors antenne avec toi, j'ai cru comprendre qu'il allait avoir un épisode 2 dédié. Ah, c'est le 2 en plus. C'est le 2, c'est bien. On a pas fait exprès. À celui qu'on appelle Supreme. Exactement. Donc, les épisodes sortent toutes les semaines, tous les mardis. Ok, super. Voilà. Et l'épisode 2, c'est sur Kenneth Supreme McGriff. Voilà. Et la Supreme Team. Exactement. On voit les liens qu'il y a eu entre effectivement ce dealer du Queens et Irv et Chris Gotti, qui l'ont connu après coup, parce qu'il a fait ses affaires dans les années 80. Ouais. Il sort une première fois de prison, il retrouve le Queens, et tous les mecs qu'il a un peu sponsorisés, les Run DMC, les LL Cool J, il filait des coups de main aussi pour monter des scènes, des concerts avec Russell Simons. Il ressort de prison. Et là, tous ces mecs-là sont devenus des restas. Voilà. Et il se dit, OK, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne dans le game ? Ou à un moment donné, je m'appuie pas sur ces mecs-là pour changer un peu de voix. Et c'est ces choses-là dont on va expliquer dans l'épisode 2, quoi. Donc, des liens avec Murder Inc. Voilà, donc, sans trop spoiler, on va vraiment parler des grandes lignes, des choses que beaucoup de gens savent déjà. Plus tard, après le gros succès qu'a eu Murder Inc, parce qu'ils ont vendu des millions et des millions de disques, à un moment, il y a eu une perquisition. Exactement. Dans les locaux de Murder Inc. Les locaux de Murder Inc qui étaient chez Def Jam en plus. Et Def Jam qui était chez Universal. Donc ça la foutait mal. Donc du coup, ils ont viré Murder Inc. Ils ont dit, vous revenez plus ici, tout ça. On veut pas voir la police. C'était le FBI, hein, donc c'est pas la police municipale. Exactement, Donc voilà. Et justement,
cette perquisition a eu lieu parce que les liens entre ce Supreme, là, Kevin McGruff, et Murder Inc. étaient de plus en plus connus, ça parlait, et ça arrivait jusqu'aux oreilles des flics. Il y a même une sombre histoire avec 50 Cent. Exactement. Voilà, mais bon, on va pas tout spoiler. Et voilà, donc ça s'est très mal terminé, mais il est toujours en prison, lui. Il est toujours en prison. Et il a une date de sortie parce que... Non, il a pris perpète. Et okay. On explique aussi à la fin ce qu'il tente de faire pour essayer d'avoir une grâce. Mais malheureusement, ouais. Tu sais, il y a... Après, quand on a commencé à écrire le podcast, on apprend aussi le système judiciaire américain. C'est quelque chose. Avec les three strike law, avec mon accent. Ça n'a rien à voir. Voilà, avec... mais c'est aussi des choses qu'on voit, qu'on apprend par rapport au système judiciaire français. Mais voilà, normalement, malheureusement. Alors après, nous on juge pas, on glorifie pas, mais. Mais voilà, normalement. Voilà. Bon, ne vendez pas de drogue, c'est pas bien. Voilà, je l'ai dit. Même si parfois vous allez avoir l'impression qu'on parle de superstars. Ah, non, c'est pas bien. Voilà. Ça, on raconte juste les histoires, on glorifie pas, voilà. Et on ne juge pas. Donc ça, c'est le prochain épisode. Épisode 2, ouais. Ça va être très passionnant. Voilà, donc vous pouvez déjà même vous abonner dès aujourd'hui, dès dimanche, sur Spotify, Deezer et iTunes. Voilà. The Undersiders, vous allez voir. Tous les mardis. Voilà, la jaquette, c'est une partition de musique faite avec des lignes de coke et des dollars, voilà. Donc c'est un peu le côté créatif. Tout simplement. Mon pote François est là parce qu'il a un podcast qui sort mardi. Voilà. Et à partir de ce mardi-là, ça sera tous les mardis. Voilà, 8 épisodes. Voilà, des épisodes liés à certains trafiquants de drogue qui ont une influence sur le hip-hop. Le premier épisode, ça sera sur Ario, qui aurait financé le fameux label Death Row. L'épisode d'après, ce sera sur Murder Inc. dont on vient de parler. Et si tu peux nous dire aussi donc, où on trouve ça. Alors, c'est vrai que par rapport au podcast, nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est plutôt un documentaire audio. Voilà, c'est audio, c'est pas un truc vidéo, c'est pas sur YouTube. Exactement, c'est pas un talk, c'est vraiment un mec et un comédien, Jérémy Covillo, qui narre l'histoire, donc c'est vraiment une ambiance. Il y a une compo musicale derrière qui est originale. J'ai écouté, c'est très bien, c'est intriguant. Voilà. Ce truc, c'est bien fait, c'est vraiment. On n'a pas voulu faire dans la facilité, dans le sens où on s'est dit vas-y, on va mettre un beat de rap, 3 scratchs machin. On a dit non, on va le raconter comme si à un moment donné on racontait l'histoire de Kennedy voilà. C'est vraiment réussi. Donc avec un comédien, voilà. Il y a une version anglaise aussi. Qui sort, pareil, mardi, si vous voulez à un moment donné réviser votre anglais pour le bac. Voilà. Allez-y. L'idée aussi, c'est que cette histoire, elle traverse les frontières. On n'a pas la prétention à un moment donné de dire salut les Américains, on va vous raconter votre histoire. Si on le fait en anglais, c'est pour des Allemands, voilà. C'est pour la Scandinavie. Voilà, exactement. Voilà. Et à chaque fois, à chaque sortie d'épisode, il y a la playlist associée qui est pareil, disponible sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de streaming pour justement retrouver l'ambiance, qu'on raconte l'histoire du son, les clashs, les dédicaces des rappeurs quand ils disent je me prends pour machin ou pour truc. Donc voilà, donc c'est un peu fromage et dessert. T'as le podcast d'un côté que tu écoutes et après tu peux retrouver la playlist associée sur les plateformes, quoi. Ok. Et tu peux redonner le nom clairement. Exactement, alors avec mon accent à couper au couteau s'appelle. Non, mais c'est mieux si tu le dis avec l'accent français. Je pense comme ça les gens peuvent bien identifier et trouver le nom. Alors c'est The THE Undersiders, Undersiders, voilà. Pochette noire et jaune avec des lignes de coke. Donc vous allez dans l'onglet podcast à chaque fois pour le trouver. Et après, quand vous allez dans l'onglet musique ou playlist, vous trouvez la playlist qui est associée, quoi. Très bien. Il y a un site aussi, theundersiders.com, où là, on présente un peu les personnages, il y a les liens vers le playlist. Et derrière également une petite carte qu'on a faite où tu as tous les points. Voilà, où le mec s'est fait tirer dessus, où le mec s'est fait péter, machin truc, c'est un peu les... Ok, très détaillé. Voilà, détaillé, c'est des trucs qu'on a retrouvés dans les différents bouquins, DVD et autres sources audio qu'on a écoutées. Il y a un vrai travail de recherche. Là, maintenant, j'aimerais qu'on parle de Rockefeller, parce que c'est quand même le label de Jay-Z. Jay-Z, aujourd'hui, est une superstar, mais il a même un côté politicien. On l'a vu à côté d'Obama. Quand tu le vois à côté d'Obama, on dirait le premier ministre d'Obama. Il a un côté très corporate aujourd'hui, alors que c'est un mec
qui était trafiquant de drogue. Exactement. Les gens ont quasiment oublié ça aujourd'hui. Il est marié à Beyoncé et tout ça. Mais c'est un ex-trafiquant de drogue. Et déjà, le label, il est assez spécial parce que il me semble que Biggs vient du Bronx, si je me trompe pas. Je crois. Alors après. Il me semble qu'il vient du Bronx. Mais après, il atterrit à Harlem. Voilà, Damon Dash, lui, vient d'Harlem, lui, c'est clair. Pur produit. Et Jay-Z vient de Brooklyn, déjà, donc ils font une association de gens. Et chacun a un peu sa réputation et sa fonction. Ouais. Damon Dash, c'est le businessman avec tout le côté extravagant de Harlem. Arrogant, ouais. Voilà, vraiment, ceux qui connaissent bien New York savent de quoi on parle. Un mec d'Harlem, c'est pas un New Yorkais comme les autres. Exactement. C'est un mec qui a une grande gueule, c'est un mec qui est flashy, qui aime les habits, qui aime se montrer. Donc Damon Dash, il représente vraiment ça. Biggs, il est beaucoup plus discret. Ouais. Limite, les gens se demandaient ce qu'il faisait dans Rockefeller. Ouais. Mais moi, en fouillant un peu, j'ai appris que c'est un mec, avant Rockefeller, qui avait l'habitude de créer des sociétés, les faire grimper et de les revendre. Ouais. On se demande pourquoi. Bon, les gens disent que c'était du blanchiment d'argent ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il était réputé pour être assez intelligent pour faire ça. Et puis, il y avait Jay-Z qui était le rappeur, mais qui, en même temps, disait dans son rap qu'il vendait de la drogue et tout ça. Mais souvent, il y a beaucoup de rappeurs qui disent ça et il n'y a pas les preuves, ou alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient contredire ça, en disant non, il ment, c'était un bon élève, il était à l'école, moi j'étais là, j'ai vu, c'est pas lui, il parle d'un autre, il parle d'un tel. Dans le rap, c'est comme ça. À un moment, quand tu racontes des trucs, à un moment, il y a quelqu'un qui vient dire la vérité, et Rick Ross, le rappeur, en sait quelque chose. Mais Jay-Z, en fait, il n'y a jamais personne qui a contredit, jusqu'au jour où carrément, il y a un mec qui s'appelle Star, qui est un journaliste hip-hop et qui avait un podcast à un moment qui marchait bien parce que le mec il parlait très mal des gens et les gens adorent ça. Ouais. Et lui il a dit, moi j'ai pris la moitié de ma vie, j'ai pris de la drogue moi. Et je me rappelle que Jay-Z m'en a déjà vendu. Donc là, au moment où tout le monde attendait qu'on dise que quelqu'un casse Jay-Z en disant tu mens, là on a trouvé un client carrément. Ouais. Et moi c'est à ce moment-là je me suis dit ok, lui l'histoire elle a l'air d'être vraiment vraie. En plus ce Stars là, tu vois son visage il est marqué, tu sens qu'il a vraiment pris de la drogue, tout ça. Il disait ouais non, Jay-Z m'a déjà vendu de la drogue. À l'époque tout ça, je me dis bon ok. Donc on avait cette association-là, même Jay-Z quand il sort son premier album, il disait que ce serait le dernier aussi. Et en fait, ils avaient fait le tour des majors, personne n'en voulait. Ils ont monté leur label Rockefeller justement pour pouvoir sortir cet album-là. Et ils parlaient de faire qu'un album. Bon, l'album a eu un super succès d'estime. Il n'a pas marché tout de suite, il a marché des années plus tard, mais il a eu un gros succès d'estime. Du coup, ça lui a donné envie d'en faire un deuxième. Ouais. Et au final, sur le troisième, carrément, le deuxième marche. Sur le troisième, Def Jam le signe. Et là, il fait sa plus grosse vente. C'était l'album Hard Knock Life, In a Lifetime, je sais plus combien. Mais c'est l'album Hard Knock Life. Et il en vend 6 millions, quelque chose comme ça. C'est sa plus grosse vente. Avec la tournée qui va avec derrière. Voilà. Avec un super documentaire qui s'appelle Backstage. Ouais. Bref. À partir de ce moment-là, il devient une superstar, mais il parle encore de drogue, tout ça. Et tout doucement, il devient tellement superstar, il a un autre lifestyle, une autre vie. Il en parle plus, parce que ce serait déplacé d'en parler encore. Et puis surtout, il va vers d'autres trucs. Comme je le dis, il commence à avoir un côté politicien et tout, corporate. Mais à un moment, ça manque en fait. Rapper à propos de la drogue, ça lui manque. Et il trouve le moyen intelligent de le refaire sans passer pour un mec riche qui veut parler d'une vie de pauvre, de hustler et tout ça. Et ça correspond à la sortie du film American Gangster où on raconte l'histoire de ce drug dealer new-yorkais qui est Frank Lucas. Et Jay-Z décide, je vais faire un album inspiré du film, qui n'est pas la bande originale officielle, mais c'est juste lui qui a décidé, pour pouvoir reparler de drogue, je vais faire un album qui sera la bande originale de ce film, inspiré du film, sans que ce soit officiel. Et il sort l'album American Gangster, qui est pour moi une réussite totale, où il parle de drogue, mais comme quelqu'un qui l'a vraiment fait, en fait. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu sens tous les détails et tout, machin. C'est-à-dire, ce que peut ressentir un drug dealer, il y a tout ça dans cet album-là. Et vraiment détaillé et tout. Moi, quand j'entends ça, je me dis, une fois de plus, je me dis, bon, après, tu peux ne pas l'avoir fait et être un grand acteur et tout. Mais là, quand même, il y a des détails sur le ressenti
Attention, je suis pas en train de dire que j'ai ressenti ces choses-là parce que je vendais de la drogue. J'ai rien vendu du tout, moi. Attention. Mais comme j'écris aussi, il y a une façon quand même de faire le truc. On sent quand tu mens et tu mens pas. Et franchement, Jay-Z, surtout sur cet album-là, incroyable. Sur le premier album aussi, d'ailleurs, on va écouter un morceau du premier album qui est magnifique. Un morceau qui s'appelle Regrets, Ouais. où justement il dit que dans le refrain, c'est super bien expliqué. Il dit en gros que quand tu rentres dans cette vie-là, cette vie de drug dealer, tu dois apprendre à vivre avec des regrets parce que tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Tu le sais, mais tu as envie de gagner cet argent. Donc tu vas le faire quand même. Et bien sûr qu'il y a des moments où tu rentres chez toi, tu te dis, c'est pas bien. Je vois cette dame, elle est complètement craquée alors qu'elle a des enfants et à chaque fois elle vient me demander du crack, je lui vends. Bien sûr que tu as ces regrets. Il me dit, mais tu dois apprendre à vivre avec, sinon tu fais n'importe quoi. Et ce morceau pour moi, c'est un bijou parce que, encore une fois, je suis pas en train de glorifier, mais il a rendu humain un drug dealer. On a l'impression qu'un dealer, c'est un mec qui a pas de sentiments, tout ça. Lui, il a exprimé ses sentiments là-dessus. Et voilà, donc on va écouter ce morceau-là qui est juste magique, tiré du premier album de Jay-Z. Et ensuite, on va écouter Ignorant Shit avec Beanie Sigel. Ce morceau, il est tiré de l'album justement American Gangster dont je vous parlais, où où Jay-Z dedans il dit que Scarface le film a fait plus pour moi que Scarface le rappeur. Ouais. Tout en sachant que Scarface le rappeur c'est son pote et tout, ils ont collaboré, mais en gros voilà, c'est la vie du drug dealer et on sait très bien que Scarface a été une influence pour beaucoup de gens dans le monde entier, qu'en regardant Tony Montana ils se sont dit je vais être comme lui et tout ça machin. Donc Et justement, moi j'ai écouté une interview de Big Mitch où le mec te dit que lui-même regardait Scarface en boucle. Et Big Mitch qui est de toute façon on va en reparler tout à l'heure, mais Big Mitch qui est un gros drug dealer, mais on est dans la réalité. Il s'est tué à une fiction, quoi. Tony Montana n'a pas existé. Il le dit. Voilà. Et d'ailleurs, l'épisode 3, pour finir sur Jay-Z, on parle de Calvin Bacot, alias Calvin Klein, qui était justement un dealer de Brooklyn et qui, à un moment donné, a bossé, enfin plus Jay-Z a bossé pour lui et pour Danny Diamonds, qui était aussi un gros de Brooklyn. Donc on explique l'histoire, le lien de Jay-Z avec ces dealers-là dans les années 80. Très bien. Épisode 3. Alors, aujourd'hui, exclusivement, je fais exprès de pas trop rentrer dans les détails parce que tout va être expliqué dans les podcasts de François qui est là. Et ça sort tous les mardis sur toutes les plateformes. Enfin, pas toutes. Il y a Spotify, Deezer et Spotify, Deezer, iTunes. Et après, il y a toutes les applications pour écouter des podcasts normalement. Mais déjà, voilà. Spotify, Deezer et iTunes, on est bon. J'ai eu la chance d'écouter le premier épisode. Je vous jure que c'est magnifique. C'est bien expliqué. C'est clair et net. On comprend tout. Donc, dès ce mardi. Si c'est validé par Driver, c'est bon, le job est fait. Là, ce que je te disais en antenne, c'est que Ario, je connais l'histoire par cœur. Et t'as réussi à me faire voyager quand même. Quand tu m'as envoyé le podcast, je me suis dit, mais merde. Super. Bah écoute, c'est le côté qualité, écriture, production qu'on souhaite avoir avec cette série-là. On va parler d'un label. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en me disant, quand est-ce que tu fais une spéciale sur ce label? Vous inquiétez pas, je la prépare. Moi, c'est un label qui m'a beaucoup touché, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est prévu. Je parle bien sûr du label de Master P, No Limit. Master P, c'est un mec de la Nouvelle-Orléans qui à un moment a bougé à Richmond, en Californie. Voilà, il est parti. C'est un mec qui voulait réussir dans la musique, mais bon, comme beaucoup de jeunes noirs du ghetto, pour faire de l'argent, ils vendent de la drogue en attendant de devenir quelqu'un dans le milieu légal. Et lui, à un moment, il veut vraiment faire de la musique, donc il bouge sur la baie parce que il est indépendant et que les mecs de la baie, c'est des mecs que personne ne regarde vraiment et qui ont donc dû se débrouiller très tôt eux-mêmes. Je pense à des gens comme Too Short. J'ai regardé une interview de lui récemment qui dit que sa première cassette dans laquelle il rappe, il l'a sortie en 1979. J'étais traumatisé, j'ai dit c'est un ouf. Il dit ouais, j'ai fait une cassette, j'ai rappé, après je la vendais à l'arrière de la bagnole. Le truc comme ils disent. Voilà, et voilà, c'est un mec 85, il a des trucs. On regarde ses albums, ses premiers albums, ils sortent dans les années 80. Je crois il a un album officiel, tout ça qui sort en major, enfin via Jive et tout, 1988 et tout. Donc c'est des gens qui avaient déjà l'indépendance dans le sang. Et après, les maisons de disques, dès qu'ils faisaient leur truc, eux-mêmes, les maisons de disques venaient et disaient « Ah, vous vendez déjà tant en indé, c'est déjà bien. Nous, on peut vous amener au niveau supérieur. » Donc lui, c'est ce qu'il a vu là-bas.
il s'est dit, il faut que j'aille là-bas, Master P. Donc il a bougé là-bas. Il a monté un magasin de disques. Des disques. Bon, on se demande avec quel argent il a monté le magasin. Il dit que c'est son grand-père qui lui aurait... Ouais. C'est gentil. Oui. Mais... version officielle. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui a beaucoup fait le travail de terrain. Et moi, je sais que à un moment, j'ai vu une récente interview d'un de ses frères, Silk the Shocker, qui date d'il y a 1 an à peu près. On lui disait, mais quand vous étiez sur la baie, comment ça se passait? Et comment ça se fait que finalement, No Limit, c'est devenu plus gros que la baie en termes de label, alors que vous avez commencé vraiment votre grind là-bas. Et Silk the Shocker, elle expliquait, mais tout ce que les mecs de la baie ne voulaient pas faire, nous, on le faisait. Il dit, si vous saviez le nombre de concerts gratuits qu'on a fait, là où les mecs de la baie, vous étiez chez eux, mais vous voulez se faire payer. Ils disaient, ah non, vous n'avez pas d'artistes, nous on veut bien, nous. Ils faisaient tout. Mais quand tu fais des concerts gratuits, tu gagnes pas d'argent. Comment tu manges? Il y avait des trafics derrière, bien sûr. De toute façon, je suis pas en train de snitch, de balancer quelque chose. Ils le disent très bien dans les interviews, même dans les morceaux. Il y a un album de Master P, dont on va écouter le morceau d'ailleurs, qui s'appelle Ice Cream Man. Les glaces, pour ceux qui connaissent un peu le l'argot là-bas, c'est pas une vraie glace. C'est une belle métaphore. Voilà, on pense à Gucci Mane quand il s'était tatoué ce cône sur la joue énorme. C'était pas un mangeur de glace. Voilà. Donc d'ailleurs, ça a créé un beef avec Loonies. Voilà, qui aussi avait un morceau qui s'appelait Ice Cream Man. Bien sûr, ça parlait pas de vraie glace. On parle de drogue. Donc voilà, il y a toujours la drogue qui plane derrière ce label. Tous les labels dont on va parler aujourd'hui de toute façon. Et voilà, Master P. De toute façon, je ferai une spéciale No Limit pour entrer dans tous les détails. Mais voilà, Master P et son label. Il y a l'argent de la drogue qui flotte aussi derrière. Donc voilà, et eux ils en parlent beaucoup. Master P, justement au début lui il disait, je suis pas un rappeur, je suis un drug dealer qui rappe. Là j'aimerais qu'on aille plus du côté d'Atlanta. On va parler de Young Jeezy, qui s'appelle Jeezy maintenant, mais qui avait comme AKA The Snowman, le bonhomme de neige. On reste dans les produits frais. Voilà, bien sûr, cette neige, on parle de cocaïne. Et putain, j'ai envie de raconter une anecdote, mais je sais pas si je dois la raconter. Allez, Driver. Non, parce que c'est un gars, moi, qui me l'a raconté. Un gars d'Atlanta. Bon, tu m'excuseras. Bon, bref, je vais la raconter juste après, mais d'abord, voilà, Young Jeezy, c'est un rappeur que moi, personnellement, je vois émerger au moment où Bad Boy, donc le label de Puff Daddy, décide d'aller dans le sud, de créer Bad Boy South. Il s'associe avec un mec qui s'appelle Block, qui a un label qui s'appelle Block Entertainment. Et voilà, en gros, lui dit, voilà, moi je veux signer des trucs du sud. Il avait essayé de signer UGK et 8 Ball et MJG. Qu'il a signé. Il a pas pu tout de suite. Mais d'abord, UGK, ils ont dit, non, nous on est déjà chez Jive. Et en solo, on est chez J Prince, Rapelote. Bon, je suppose quand il a entendu Rapelote, il a reculé. Et ensuite, il est allé vers 8 Ball et MJG, qui n'ont pas directement signé, mais là où 8 Ball était malin, il a dit, non, vu que t'es là, je suis en train de faire un album solo, viens rapper dessus. Et il a utilisé comme ça. Finalement, ils se sont bien entendus, ils ont fini par faire 2 albums chez Bad Boy. Mais lui, à la base, il voulait faire des légendes, des légendes du Sud et les signer. Et ensuite, il a vu que c'était compliqué parce que, à part 8 Ball et MJG, les autres étaient déjà signés. Donc, il s'est dit, je vais prendre des nouveaux. Et il prend ce mec Block, qui lui dit, moi j'ai un groupe qui s'appelle Boys in the Hood, c'est plein de mecs solos très forts qu'on réunit, qui font un album tous ensemble. Et dedans il y avait Young Jeezy. Moi c'est là que j'entends Young Jeezy pour la première fois, qui lui sortait déjà des trucs mais qui restaient local. Moi ça arrivait pas jusqu'à mes oreilles, mais quand j'entends Boys in the Hood par Bad Boy, parce que c'est Bad Boy, je m'intéresse. Et il y a ce mec Young Jeezy, et je vois, et ça c'était fou, directement au moment où l'album de Boys in the Hood sort, ils disent que Young Jeezy, il a déjà son deal chez Def Jam en solo. En même temps, déjà tu te dis, mais comment Bad Boy ils l'ont pas pris et tout? Non, Def Jam, ils avaient sauté sur lui et tout au même moment. Donc. Et pour la petite histoire, Jay-Z est derrière ça, parce que c'est à l'époque où Jay-Z était patron de Def Jam.
Et là, je me dis, bon, ce mec-là, il a quelque chose, c'est pas possible. Ils sont 5 dans le groupe, mais il y a que lui qui a un deal chez Def Jam, alors que l'album du groupe sort chez Bad Boy. Je dis, ok, il y avait un mec qui s'appelait Jody Breeze, qui était très bon aussi, mais Young Jeezy, il avait déjà ce truc. Et lui, il parlait que de drogue. Lui, c'était incroyable, lui. Le bonhomme de neige, voilà, il parlait que de drogue. Et que ça. Donc moi, quand son album sort, je l'écoute. C'est vraiment les prémices de la trap, c'est ce que j'appelle la trap première génération. Ils utilisaient ce mot-là, il y avait T.I. de l'autre côté, il y avait Gucci Mane de l'autre côté. Justement, il y avait un beef avec Gucci Mane, où ils ont rappé ensemble, après ils se sont pas entendus, tout ça. Il y a eu des mots qui ont été un peu trop loin. Et un jour, il y a des mecs qui viennent pour tirer sur Gucci Mane, mais Gucci Mane tire sur avant. Un truc fou, mais voilà où on voit que il rigole pas. C'est vraiment un vrai gangster, Young Jeezy. Et l'anecdote que moi je vais vous raconter, je suis désolé, mon pote, si jamais tu m'entends, sache que déjà je citerai pas ton nom, tout ça, mais j'essaie de donner du contenu à mon émission et que les gens aiment beaucoup quand je raconte des anecdotes. Young Jeezy vient, il cherche des sons. C'est déjà une star. Hein. Je crois il a déjà 2 ou 3 albums qui sont sortis. C'est une star. Tout marche. Ok. Young Jeezy cherche des sons pour son prochain album. Donc il y a un mec qui se met en contact avec lui, qui a des sons à lui proposer. Et, voilà, j'aimerais te faire écouter mes sons et tout. Ok. Le mec il lui donne rendez-vous à un coin de rue. Quand il arrive au rendez-vous, Young Jeezy est dans sa voiture. Il lui dit monte. Ils écoutent les sons. Ils bougent la tête, ils zappent, ils écoutent les trucs, ils cherchent la perle rare dedans et tout. Et il reçoit un coup de fil. Quand il reçoit ce coup de fil, la personne qui est dans la voiture avec lui comprend que il y a un problème, il y a un embrouille. Tu vois, il est là, quoi? Ah bon? Attends, j'arrive tout de suite. Et il raccroche, il dit au mec, je suis désolé, on reprendra cette séance d'écoute plus tard. Il ouvre sa boîte à gants et il sort un flingue. Il le charge. Et là, il dit, bon, je dois y aller. Le mec est parti en embrouille, quoi. C'est une star. T'as pas à faire ça dans le moment. Si vraiment tu veux régler des trucs, tu payes des gens, ils vont faire le sale boulot à ta place. Lui, il y a été, quoi. Donc, à l'américaine. Voilà. Donc, Young Jeezy, c'est ça, en fait. C'est vraiment une KRA. C'est vraiment un gangster. Et le lien avec la drogue, c'est que il y a ce crew de drug dealers qui s'appelle BMF, avec un certain Big Mitch, que tout le monde connaît dans le rap grâce à Rick Ross, le rappeur, qui a fait ce hit BMF. Exactement. Qu'il a appelé Blow Money Fast. Histoire de... Voilà, mais dedans, il dédicace Big Mitch à Larry Hoover, qui sont des grands drug dealers. Et voilà, donc BMF, ils sont arrivés jusqu'à financer des enregistrements pour des rappeurs, produire des rappeurs et tout ça. Et derrière Young Jeezy, il y aurait BMF et tout ça. Bon, c'est plus vraiment un secret. Et justement, tout le monde y verra plus clair sur BMF parce que apparemment il y a une série qui se prépare aux États-Unis sur BMF et qui est produite par 50 Cent, le rappeur. Et en plus qui est validé par Big Mitch lui-même. Donc c'est pas. Donc c'est pas un truc où il va venir se plaindre derrière. Dire, il est content de tout ce qui est dit dedans. Il va être consultant exclusif. Exactement. Sur le... Il va dire non, c'était plus comme ça, c'était pas comme ça. Non, cette drogue-là, on la vendait pas, on vendait l'autre. Et il y a énormément d'anecdotes là-dessus. Donc nous, c'est l'épisode 5 sur Big Mitch. On raconte départ à Détroit, c'est un mec de Détroit, avec son frère Terry. Et pourquoi ils sont venus à Atlanta. 1996, les JO, Jeux Olympiques sont à Atlanta. Le maire de la ville dit ok, on va faire un peu le nettoyage. Les caméras vont venir du monde entier, donc on va un peu nettoyer. Donc il y a pas mal d'équipes qui sont sautées. Les Jeux Olympiques se passent, la nature a horreur du vide. Big Mitch voit une opportunité d'être au centre, à côté de Miami, à côté de New York, à côté du Sud. Donc il déporte les opérations à Atlanta. Son frère, lui, va à Los Angeles pour se connecter avec les Mexicains. Et à partir de là, de tout l'argent qu'ils ont généré, les strip clubs, la capitale du rap est devenue Atlanta. Et ils y sont un peu indirectement pour quelque chose, puisque aujourd'hui, on va dire que les plus belles directrices artistiques sont les stripteaseuses d'Atlanta. Exactement. Donc c'est cette culture du strip club qui a été aussi à un moment donné pumpée par l'équipe BMF, quoi.
Donc voilà. Donc c'est officiel, il y aura un épisode sur Épisode 5. Big Mitch. Big Mitch. Super. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Bad Boy Entertainment, même si c'est pas... ce label n'a pas été créé avec l'argent de la drogue, mais il y a quand même la drogue qui flotte autour de ce label, parce que le père de Puff Daddy était un hustler, comme on dit. C'est pas un parrain de la drogue, mais c'est un mec qui a travaillé pour des parrains de la drogue. Et il y a un DVD sur un drug dealer célèbre de New York qui s'appelle Nicky Barnes, qui est joué dans le film American Gangster par Cuba Gooding Jr., qui est juste magnifique, qui raconte l'histoire de ce mec-là, qui au final a balancé les gens. Et aujourd'hui, il se retrouve dans un programme de protection. Il est quelque part sur la planète. Change d'identité, voilà. Voilà, on ne sait pas où il a un est. taf, il est comptable, voilà. ça se trouve. On ne sait pas, mais il a balancé des noms et du coup, on l'a protégé pour avoir ces noms-là. Et il y a un DVD qui a été fait sur lui quand même, où on voit juste son ombre, il est dans le noir comme ça. Produit par Dame Dash. Voilà. Mais quand même, et pourquoi je dis quand même, parce que c'est un mec d'Harlem, avec tout ce que ça implique, ce que je disais tout à l'heure, et c'est des gens qui aiment beaucoup la lumière. Et il a fait la couverture du New York Times, il me semble que c'était New York Mr. Times. Untouchable. Voilà. Un drug dealer qui fait ça. Au début, quand on vient le voir, on lui proposait ça, on voulait l'interviewer, qu'il raconte. Au début, il dit, mais non, mais moi je suis un dealer, je peux pas faire ça. Et sa femme lui dit, New York Times, tu te rends compte? Après, elle a dit, ouais, ça peut être l'occasion de porter des beaux habits, que tout le monde voit comment je suis frais, tout ça. Hein. Il accepte de faire l'interview pour ça, pour être bien habillé sur la couverture. Parce que il veut se montrer. Ils lui ont dit, si tu viens pas au shooting, on mettra les fameux mugshots. On a tous, tout le monde est moche. Les mugshots, ça n'existe pas. Les mugshots, c'est les photos en garde à vue, là, avec la plaque là, avec les cheveux. Tout le monde est éclaté. Les yeux cernés. T'as pas dormi, on dit à les photos. Et là, le mec se dit, ah non, mais il y a moyen d'être frais. Il accepte pour ça. Donc, c'est un mec qui aime se montrer. Et au final, même aujourd'hui, où il est sous ce programme de protection, où il est censé être caché, il accepte de faire le DVD et de parler, quoi. L'appel de la lumière. Toujours. C'est très Harlem, tout ça. Et ce qui est fou dans ce DVD, donc il raconte un peu toute son histoire, je vais pas vous résumer, je vous invite à aller le voir, et il existe en version française. Quand je dis française, c'est sous-titré en français et tout. Vraiment, c'est très très bien, on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui est beau, donc lui était concurrent de Frank Lucas sur New York. D'ailleurs, il dit des trucs sur Frank Lucas, j'étais mort de rire. Il dit que Frank Lucas, c'est un mec qui vient du Sud, c'est un plouc. Avec son accent. Il mettait son flingue du mauvais côté. Il dit, normalement, ta bite, elle est d'un côté et ton flingue, il est de l'autre côté. Lui, il mettait son flingue du même côté que sa bite. Il aurait pu se tirer sur la bite. No. Voilà. Il disait des détails comme ça, c'est un plouc, machin. Bon. Frank Lucas, c'est American Gangster. Si vous avez vu le film, vous avez vu que c'est un mec qui était ingénieux avec ses histoires de cercueil qui venaient du Vietnam. Bref, allez voir le film. Mais ce qui est vraiment magique pour un mec comme moi qui est de la génération hip-hop, c'est dans les bonus de ce DVD, il y a une conversation téléphonique entre Frank Lucas, dont on voit le visage, et Nicky Barnes, donc qui est quelque part sur cette planète. Et ils mettent la conversation en haut-parleur et ils se parlent comme ça, ils racontent leurs trucs, mais comme des anciens combattants qui ont toujours été concurrents, et finalement il y a un peu d'amitié aujourd'hui, et il y a du respect, quoi. T'as fait ton truc, j'ai fait mon truc. Et à un moment donné, il me semble que c'est Frank Lucas qui dit à Nicky Barnes, ouais, tu te souviens de Melvin? Melvin, ouais. Elle lui dit, ouais, c'était un bon, lui, c'était un bon. Ouais, c'était un vrai soldat, il travaillait pour toi, ouais, il a travaillé pour moi et tout. Il dit, mais tu sais qui c'est son fils? Et Nicky Barnes, il dit, non. Il dit, c'est Puff Daddy, le rappeur, là. Et là, il dit, ah ouais? Et il dit, tu te rends compte qu'il est millionnaire, multimillionnaire aujourd'hui avec la musique? On a merdé, mec. C'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû faire de la musique. Et il dit, regarde, on dit que je suis content pour lui parce que Melvin, c'est un bon. Et voilà, je suis content pour lui qu'il fasse tous ces millions et tout. Et voilà, moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, ok. Le truc, il est vraiment lié. Et pour ceux qui ont vu le film American Gangster, à un moment, Frank Lucas, sans spoiler, mais je suis obligé, va en prison, il prend une lourde peine. Et quand il rentre en prison, toute la bande son du film, c'est de la soul music. Et quand il sort de prison, c'est la dernière scène du film d'ailleurs, il y a Public Enemy, Can't Trust It, qui est tiré de l'album Apocalypse 91, donc on est en 91. Genre. Et là tu vois Frank Lucas qui sort, il marche et on entend ce morceau.
et croise des gens dans les rues de New York, des gens qui sont en baggy, tu vois, ça a changé. Lui, déjà, tu sens qu'il est perdu. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait même bousculer par des Renois. Et lui, il s'attend à ce que le Renois s'excuse, parce que c'est Frank Lucas, sauf que le Renois, les jeunes ne le connaissent pas. Et c'est là qu'il est perdu, et bienvenue dans la génération hip-hop, en vrai. Et moi, cette scène, je la trouve magnifique, parce que c'est, voilà, il est perdu, il est dans un autre monde. C'est le décalage, et là, on est dans le rap. Et quand ils disent ça dans le bonus du DVD de Nicky Barnes, c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est de la musique. Ils se rendent pas compte comment ils auraient pas pu, en fait. Parce que c'était pas leur monde, c'était pas leur époque. Mais voilà, aujourd'hui, ils voient le fils d'un hustler, multimillionnaire, dans le légal. Ils étaient traumatisés. Et justement, à un moment donné, il dit comme il connaissait Melvin, il voyait le petit Puff qui venait à la baraque, qui jouait avec sa fille, et il dit, putain, si j'avais su, je les aurais laissés se connecter, et ma fille serait mariée avec Puff, et voilà, c'est les petits clins d'œil. Et son père qui s'est fait malheureusement... qui est mort sur le terrain, tout ça. Mais voilà, et bien sûr, bon, je parle de Bad Boy, je suis obligé de parler de Notorious Big, qui a toujours dit dans ses morceaux que c'était un ex-drug dealer aussi. Ceux qui ont vu le film, ils constatent que c'est ce qui est raconté dedans. Alors après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Tu sais, il y a carrément je crois que c'était dans le reportage Biggie et Tupac, ils étaient allés voir un mec qui tenait une espèce d'épicerie et qui disait, mais Biggie, il travaillait ici, il était très gentil, c'est pas vrai, tout ce qu'il dit et tout ça, machin. Donc on essayait beaucoup de faire passer Biggie pour quelqu'un de gentil, en plus avec son gabarit de nounours et tout ça. Beaucoup de gens voulaient croire, en plus son bif avec Tupac, où quand même Tupac l'a beaucoup traîné dans la boue, et Biggie a jamais vraiment répondu, donc ça lui donnait un côté gentil. Mais quand on creusait bien dans les histoires new-yorkaises, Biggie, c'était pas non plus un enfant de cœur. Après, cette histoire de drogue, s'il vendait de la drogue ou pas, moi je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il avait un bif avec des mecs de Duck Down, tout le crew à Black Moon, tout ça, notamment le groupe OGC. Et quand il avait fait le remix de Get Money, eux, ils avaient repris la mélodie de Get Money bien avant Tupac. Et en fait, ils attaquaient Biggie en disant que Biggie c'était un menteur, c'était faux, toutes ces histoires de drogue, machin, de parrain et tout. Et eux, ils enregistraient beaucoup dans un studio qui n'existe plus, qui s'appelle le D&D Studio, qui est un studio cher au cœur de DJ Premier. Lui, il enregistrait tout là-bas. Et c'est le genre de studio qui est dégueulasse. Mais il y a une vibe de New York sale dedans. Donc quand tu enregistres là-bas, tu fais un morceau sale. En vrai. Et DJ Premier, dès qu'il faisait des prods pour Jay-Z, Biggie, tout ça, il disait on enregistre au D&D. Hein. Vous avez de l'argent avec vos labels, les gros studios, pas avec moi. Là, on retourne dans le sale. Voilà, donc OGC avait une séance de studio là-bas. Biggie l'a appris. Les gens ont appelé Biggie, ils sont là-bas et tout. Biggie, il est venu, flingue. Il a enlevé le chargeur, coup de crosse. Il a crossé les mecs du groupe. Donc ça, c'est des trucs que les gens ne savent peu. Il y a quand même des gens qui le savent. Si ça arrive jusqu'à mes oreilles alors que je suis en France, c'est que les gens aux États-Unis le savent. Mais c'est pas des trucs qui ont été mis en avant. Et il a jamais pris un micro, il a jamais fait une interview pour dire oui, je les ai crossés, tout ça, il a rien dit. Donc voilà. Pareil, quand il y a le beef Bad Boy Death Row, quand Dog Pound font le morceau New York, New York, les mecs, ils sont totalement dans la provocation. Ils disent on va tourner le clip à New York. Donc ils viennent pour se moquer de New York à New York. Il y a des scènes qu'on voit sur Times Square et ils voulaient continuer le tournage, sauf que Biggie, on a dit à Biggie Dog Pound ils viennent pour manquer de respect à New York, et ils sont à New York et tout, ils vont tourner leur clip là-bas. Biggie passe à la radio pour la promo, pour des trucs pour lui. Après il a dit au fait, il y a Dog Pound là, ils sont là pour manquer de respect à New York, alors l'adresse, c'est ça, ils vont tourner le clip là-bas. Il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu. Donc voilà, Biggie, c'était pas non plus un enfant de cœur. Alors après, est-ce que c'était vraiment un dealer ou pas? On sait pas. Mais en tout cas, dans le film, c'est décrit comme un petit dealer de quartier. Hein. C'était pas un parrain non plus. Donc voilà. Moi, je pense que aux États-Unis, dans les ghettos noirs, c'est très facile de dealer en fait. C'est vraiment le truc. Si t'as pas d'aptitude pour aller faire du sport, tu vas dealer. Le rap, aujourd'hui, le rap, c'est un truc, mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'élus, en fait. Tu rappes, mais tu n'y crois pas vraiment. Il n'y a pas encore d'industrie. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un dealer de quartier, sans plus. Voilà. On va parler d'un label... Moi, ce label, il me fait penser un peu à Death Row quelque part. C'est vrai. Il y a un point commun. Donc, je parle du label Cash Money. Le point commun entre les deux, c'est qu'ils ne payent pas leurs artistes.
Donc, Cash Money, c'est un label qui a été créé par les frères Williams. Brian et Ronald. Tout le monde connaît Birdman parce que c'est celui qui se met en avant. Ronald est un peu plus en retrait. Ça fait flipper. Ouais. Et il y a un troisième frère. Il y a un demi-frère, qui s'appelle Terrence. Il y a le documentaire qui vient de sortir là sur l'histoire de Birdman. Qui est cool. Donc on voit un peu toute sa famille. Before Anything. Alors il y a le premier épisode qui est sorti. Je sais pas s'ils parleront de Terrence. Terrence, c'est un peu la tête brûlée de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, il a pris perpète. Mais c'était un peu le mec qui faisait bouger les choses dans le quartier Magnolia. Voilà, donc on va expliquer, ça c'est l'épisode 4 je crois ou 5, tu vois, j'ai des petits trous de mémoire, mais on parle de Terrence, de comment à un moment donné l'écosystème de la Nouvelle-Orléans, c'est une grande ville mais pas tant que ça, mais les quartiers sont très denses et il y a un taux de criminalité je crois en 94 qui est entre Bagdad et Caracas. C'est fou. Voilà, donc la fameuse murder capital of the world. Moi, quand tu me dis ça, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec des gens quand j'étais à Atlanta. Je parlais avec un mec et tout, et on marchait, il me disait, tu vois les mecs qui marchent là, c'est des mecs de Nouvelle-Orléans. Moi je dis, comment tu sais? Il me dit, leur dégaine, comment ils sont habillés, ça c'est pas Atlanta. Et il me dit, j'aime pas les mecs de Nouvelle-Orléans. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, ils ont ramené une mauvaise vibe à Atlanta. Il dit, c'est-à-dire, il me dit, eux c'est des criminels, vraiment, ils tirent pour rien. Et c'est là qu'il m'explique un truc incroyable sur la Nouvelle-Orléans. Il me dit, tu sais, il y a tellement de crimes, tellement de criminels en Nouvelle-Orléans que les prisons, elles sont pleines. C'est-à-dire des gens qui prennent des lourdes peines, souvent ils les sortent plus tôt parce qu'il n'y a pas de place et qu'ils doivent le remplacer par quelqu'un qui vient d'arrêter. Encore plus dangereux que... Voilà. Et quand il y a eu l'ouragan Katrina, ils ont tous bougé entre Miami, pour ceux qui ont le plus d'argent, et Atlanta. Et ils disent, ils ont ramené cette vibe-là de criminels. Donc ça fait que les mecs qui sont là, Atlanta, ils tirent pour rien parce qu'ils pensent qu'en tuant quelqu'un, ils vont faire qu'un an. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, quoi? On sort les mecs avant parce que il me dit, je te jure, ils en parlent pas dans les trucs, mais nous on sait dans la rue. Et il me dit, c'est ce qui fait que les gens là-bas ils tuent plus qu'ailleurs. C'est parce que finalement ils prennent pas des si lourdes peines que ça. J'étais choqué. Et donc on raconte l'histoire de Terrence et aussi le background de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi c'est un merdier comme ça? C'est que tu as des usines qui ferment, t'as pas d'opportunité. La seule opportunité aujourd'hui c'est le tourisme. Et c'est les gros propriétaires qui ont accès à l'hôtellerie, machin, et tout le reste c'est mort quoi. Et aussi il y a une particularité qui est malheureuse, c'est que là-bas c'est pas forcément le crack, c'est l'héroïne. Et même les artistes de Cash Money, les Bee Gees, les Turks, t'expliquent qu'ils sont tombés dedans. Et je sais pas si tu as dû l'écouter, quand Birdman se faisait appeler B32, les premières maquettes, tu as un titre sur YouTube où vous pouvez aller fouiner qui s'appelle I Need a Bag of Dope. Et quand ils parlent de dope là-bas, c'est l'héroïne. Donc ils te disent en gros, je sais pas s'ils la fument, s'ils machin truc après. Mais c'est un raz-de-marée qui a fait aussi qu'à un moment donné, au niveau criminel, ça les a un peu chauffés quoi. Bien parti en vrille. Donc il y aura un épisode sur Terrence, sur les prémices de Cash Money. Et on s'arrête au moment où il signe le deal à 30 millions. On explique un peu l'histoire, mais voilà, il y a les différentes salves d'artistes, les tout premiers, les UNLV, les Pimp Daddy. Il y a eu pas mal de mecs, malheureusement, qui sont morts de causes non naturelles. Donc voilà, c'est un peu pour expliquer le background de la bounce music, de l'écosystème de la Nouvelle-Orléans et comment les frères Williams ont réussi à un moment donné à sortir de là, d'en faire une success story. C'est quand même les producteurs de Drake aujourd'hui. Exactement. Le mec qui vend le plus de disques de rap dans le monde. Voilà, donc pour des mecs de la Nouvelle-Orléans, voilà, avec la drogue d'abord en sponsor, c'est juste incroyable. Maintenant, on va parler de Ruthless, Eazy-E, le regretté Eazy, bien sûr, voilà, qui est un petit vendeur de drogue de Compton, respecté pour ça. Pour ceux qui ont vu le film Straight Outta Compton sur les NWA, c'est assez bien expliqué, même si on sait qu'il y a des passages qui sont volontairement oubliés ou quoi. En tout cas, ce passage sur Eazy, comme quoi les autres d'NWA vont le voir pour qu'ils sponsorisent, pour qu'ils produisent. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis à cette époque-là. C'est tu rappes, t'as pas d'argent pour aller tout le temps au studio. Tu vas pas voir les banques. Voilà, tu vas voir le dealer du coin en fait.
Donc eux ils vont voir Eazy parce qu'ils connaissent sa réputation, ils savent que c'est un mec qui arrive à faire de l'argent en vendant de la drogue et ils disent voilà, ce serait bien de monter un label, de produire un truc, voilà, on a un groupe NWA, tout ça. Il y a un tel qui rappe, il y a un tel qui rappe, il y a Ice Cube qui faisait partie d'un autre groupe qui s'appelle CIA, MC Ren, tout ça de Compton qui connaissait déjà. Mais le truc qui est fou, comme on le voit dans le film, c'est qu'à la base, Eazy n'est pas rappeur et qu'il se retrouve à rapper comme ça parce qu'ils avaient pas trop le choix. Le morceau Boys in the Hood et qui a un succès et qui aujourd'hui est un classique. Et finalement, Eazy sortira plusieurs albums. Eazy rappera dans le groupe NWA alors qu'à la base c'était un dealer. Il avait rien à faire de tout ça, lui. Il a vu de la lumière dans le studio. Il voulait juste blanchir de l'argent, quoi. Ah, ça peut marcher, hein. Ouais, ok, de faire de l'argent légal. Ok, voilà, juste ça. Et voilà, comme on le voit. Par contre, ce qu'on voit dans le film quand il essaie de rapper le morceau, c'est la vérité. Hein. Il paraît qu'il a mis 24 heures pour enregistrer phrase par phrase. Parce que vraiment, c'est pas un rappeur, c'est un dealer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, je suis pas un rappeur, je suis un gangster, je suis pas un rappeur, je veux dire, mais il rappe très bien. Lui, il savait vraiment pas rapper. Donc, c'était vraiment un dealer, un gangster, tout ça. Donc, Ruthless a énormément de succès. Je vous parle même pas de NWA, je vous parle même pas de Michel Lee, je vous parle même pas des albums solo d'Eazy. Et surtout Bone Thugs and Harmony qui donne un second souffle au label en vendant des millions et des millions et des millions. Bon, malheureusement, on connaît la fin de Eazy, il meurt pour cause de sida et tout ça. Mais voilà, c'est une success story à l'américaine, un dealer qui a rien à voir avec la musique, qui finalement devient une superstar de la musique, qui se retrouve même à aller manger chez George Bush, le père. Ça, c'était fou. Ça avait beaucoup de com'. Ça avait rendu dingue Ice Cube, qui avait dans son morceau No Vaseline, quand il quitte NWA, parle de cet épisode-là. Je n'ai jamais dîné avec le président. Il le répète 3 fois. Mais au final, quand ils se retrouvent la première fois depuis leur embrouille, ils ne sont pas parlé depuis longtemps, Ice Cube et Eazy, le premier truc qu'il lui dit, c'est « T'as posé ton cul de Renoir chez le président quand même. T'es un ouf. » Et lui, il dit qu'il s'y croit. Toutes les pubs sont bonnes à prendre. Machin, et tout. Et c'était tout Eazy. C'est un mec qui parle. Un génie du marketing. Ça, ouais. Et au final, il y a des émissions, il arrive en peignoir, pieds nus. Il en a rien à foutre et tout. Génie du marketing, comme tu viens de le dire. Gros succès story, on le sait. Jusqu'à maintenant, NWA, c'est dans la légende. Roule avec Driver. Spécial rap et trafic de drogue, on a écouté 2 morceaux de Ruthless Records, on a écouté Eazy avec le morceau Boys in the Hood et on a écouté le morceau Dope Man de NWA, incroyable morceau. Maintenant on va terminer avec 50 Cent et The Clips, tout ça dans le même topic, donc je vais commencer par 50 Cent, bien sûr qui est un petit trafiquant de Jamaica Queens. Quand je dis petit trafiquant, c'est que c'est pas un parrain. C'est qu'il travaillait pour des gens, notamment pour la fameuse Supreme Team à un moment. Ouais, même sa mère a bossé pour. Ouais, voilà. Ouais. D'où les embrouilles et tout. Exactement. Mais 50 Cent, déjà, elle a pris son nom. C'est un dealer qui n'était pas rappeur, elle a pris son nom dessus. Et ce qui est fou, c'est que à partir de ce moment-là, on accepte ça en fait. Que ce soit pour Freeway, que ce soit pour Rick Ross ou bien 50 Cent, alors que fut un temps c'était décrié avec le film CB4 où Gusto. Voilà, Albert Brown qui est un jeune étudiant de la ville de Locash, un quartier où les gens ont, comme on dit, ce truc moyen. Putain, middle class. Middle class, voilà, classe moyenne, voilà, classe moyenne. Cherché en français. Et en fait, il y a un mec qui sème la terreur là-bas, un dealer, un gangster qui s'appelle Gusto. C'est une fiction, c'est le film. Et ce mec-là, il se fait attraper par la police, il va en prison, mais Albert Brown est fan. Attends, à chaque fois, je vais dire Alphonse Brown. C'est pas le même. Albert Brown est fan de ce drug dealer. Et en fait, quand il le voit partir en prison, il se dit « Ah, ça y est, il est plus là, je vais prendre son nom, je vais rapper, je vais m'appeler MC Gusto. » Et il devient une star comme ça. Et en fait, la réalité le rattrape parce que le vrai Gusto sort de prison et il est énervé contre lui. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec Freeway Rick Ross quand il est sorti de tôle. Il en a voulu à Rick Ross, le rappeur. Il a attaqué, il a essayé de tout faire pour un peu récupérer son nom, sans succès. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est accepté, ça. À l'époque, c'était bizarre. Et voilà. En tout cas, Curtis Jackson,
a pris le nom de 50 Cent à un dealer qui s'appelait déjà 50 Cent, lui-même étant un petit drug dealer. Ce qui était fou, lui, c'est que quand il a son premier deal avec Jam Master Jay et Trackmasters plus tard, ils arrivent à signer chez Columbia, Sony. Il prend une petite avance parce que son nom n'est pas énorme non plus. Donc, quand on te donne une avance, c'est par rapport à ton buzz, ton nom. Potentiel. Voilà. Et lui, ce qu'il a fait avec cet argent, il a racheté du crack. Il est reparti vendre parce qu'il jugeait que c'était pas de quoi être riche, quoi, qu'il fallait qu'il fasse travailler cet argent. Donc, ça, c'était tout 50 Cent. Donc, c'est un mec qui a vraiment vendu de la drogue dans les rues de New York. Et puis, j'aimerais parler de Clipse, qui, eux, ils sont en Virginie. Sont produits par Neptune, mais eux c'est vraiment des mecs, c'est des dealers aussi, et comment ils l'expliquent dans leurs albums, c'est vraiment très très détaillé. C'est des mecs, voilà, comme je le disais avec Jay-Z sur American Gangster, c'est des mecs voilà qui sont pas juste là à faire. La majorité des rappeurs en fait qui ont jamais été dealers et qui disent qu'ils le sont, ils disent juste je vendais de la dope, ils rentrent pas dans les détails. Clipse, ils te parlent de l'état d'esprit, de ce qu'ils ressentent quand ils vendent pas, quand il y a des pénuries, quand ils doivent aller chercher plus loin, quand ils doivent changer de ville, parce que là, raconte tous ces détails-là et c'est dingue, leur premier album est platine en parlant que de ça. Et voilà, avec ce fameux morceau Grinding qu'on va écouter, qui en vérité, on parle de grinding dans la musique, ça veut dire faire le travail de terrain dans le rap et tout. Eux, ils parlaient de faire le travail de terrain, mais ils parlaient de drogue en fait. Et le morceau a cartonné de fou et tout, avec une musique dingue. Donc voilà, 50 Cent, Clipse, c'est des dealers qui sont devenus rappeurs avec énormément de succès, vraiment beaucoup de succès pour 50. Et un peu plus mesuré pour Clipse, même si le premier album était un carton. Donc moi, on va écouter 2 morceaux. On va se quitter comme ça, mais d'abord on va rappeler toute ton actualité, François, bien sûr. Mais les 2 morceaux qu'on va écouter, pour 50 Cent, on va écouter Hustler's Ambition, qui est un morceau qui parle de ça. Et surtout, pour ceux qui ont vu le film Get Rich or Die Trying, c'est le générique de fin, il me semble. C'est le morceau qu'il vient faire à la fin lorsqu'il monte sur scène. Et on va écouter Grinding de Clipse. On va bien sûr rappeler donc ces histoires de podcasts que je répète qui sont vraiment très très intéressants. Moi j'ai écouté le premier épisode sur Ario et Death Row, c'est vraiment très très bien fait. Vous allez apprendre beaucoup de choses, donc rappelle-nous tout. Alors le podcast, le premier épisode sort le 10 avril sur... Donc c'est mardi. Voilà, iTunes, Deezer, Spotify, toutes les plateformes pour d'écoute de podcasts. Ça s'appelle The Undersiders. Voilà, la pochette noire et jaune, vous allez voir... des traits de coke qui représentent une partition de musique, voilà, c'est un peu le tricks visuel. Et voilà, et toutes les semaines il y aura un épisode, il y aura également la playlist associée. Voilà, donc et vous pouvez aller aussi sur le site Angle.fr, qui est la structure qui produit tout ça. Angle, c'est ENGLE.fr. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Il y aura plein de contenu. On va faire d'autres choses sur toujours la musique, mais aussi sur le sport. Il n'y aura pas que des histoires de dopage ni de drogue. Mais voilà, nous ce qu'on veut, c'est avoir un angle différent, un côté storytelling bien poussé et une qualité de production qui sera validé par Driver, j'espère encore. En tout cas, là, c'est réussi. J'ai rien à dire. Super. Voilà, en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci Driver, merci au KLM. Merci à toi, Hugo. Merci, Hugo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai survolé parce que les podcasts que notre ami François fait valent vraiment le coup. Et ça sort mardi. Ruez-vous sur les plateformes de streaming et écoutez ça. C'était Roule avec Driver, spécial rap et trafic de drogue. À dimanche prochain.